Lecture d'un extrait du livre La naissance, un voyage, l'accouchement à travers les peuples, écrit par Muriel Bonnet-Delval, lu par Victorine Meyers. Livre paru aux éditions L'Instant Présent. Chapitre 3 Baby Blues. Des carrés de couleurs sont éparpillés sur le lit. Assemblés, ils feront une jolie couverture de laine pour l'hiver. Au milieu des pelotes, allongée sur le côté pour soulager le poids de mon ventre, je couve. Dès mon retour à Paris, j'ai commencé cet ouvrage en patchwork. Encore imprégné de l'Afrique, la mémoire m'y ramène sans cesse et guide les mouvements du crochet. Les couleurs, la chaleur, les rires africains, les rencontres et cet instant d'essentiel sous la tente touareg nourrissent mon imaginaire. En fin de semaine, je quitte la ville aérienne pour aller vendre aux puces les tissus et les bricoles ramenés de mon voyage. Le reste du temps, je le passe à dormir, crocheter, rêver. Au mois de juillet, il fait chaud sous les toits d'ardoise. Depuis que fillette, j'ai assisté à la naissance du poulain d'Eliac, une question me hante. Comment le bébé qui est dans mon ventre pourra-t-il passer à travers mon sexe ? La disproportion entre sa tête et l'orifice m'inquiète de plus en plus à mesure que s'approche l'événement. Dans un livre, je trouve une explication qui ne me satisfait qu'à moitié. L'accouchement est déclenché par la sécrétion d'ocytocine, hormone qui engendre les contractions utérines. Ce processus associé à l'élasticité du périnée et à la dilatation du col doit permettre à l'enfant de naître. Si ces vérités chimico-physiologiques m'intéressent, mes craintes demeurent. Surtout que, d'après les rumeurs, accouchement et douleur semblent indissociables. J'ai très peur. Imprégné de culture catholique et issu de la lignée de femmes maudites de la Genèse, tu enfanteras dans la douleur, je m'interroge. En Afrique, les femmes bambaras subissent-elles cette malédiction ? Et s'il y avait une trop grossière pour être honnête erreur d'interprétation ? Et si Ève n'était pas la côte d'Adam, mais son autre côté, sa part d'ombre, voilée, cachée, obscure, occulte, le féminin de son être ? Et s'il s'agissait d'une métaphore sur la souffrance de l'humanité à naître à elle-même, unifiée dans ces deux principes masculins et féminins ? Naître ou ne pas naître ? Serait-ce la question ? Le médecin gynécologue consulté ne fait rien pour me rassurer. Au contraire, j'essaie pourtant de lui faire partager le bonheur que fut mon voyage, mais il ne veut rien entendre. Je quitte son cabinet découragé, les larmes aux yeux et un paquet d'ordonnances à la main. Juan n'est pas d'une grande aide. Outre son éternelle difficulté à accepter notre enfant, le problème que celui-ci me pose avant même de naître le dépasse. Il se souvient de sa mère, racontant avec simplicité la naissance de ses 8 enfants à la maison, et mes inquiétudes l'exaspèrent. Adepte de l'accouchement naturel, il me déconseille même l'échographie prescrite et pour me convaincre, ramène à la maison un de ses clients étudiants en biologie moléculaire qui me parle du mouvement d'opposition à l'échographie systématique. Une étude faite en Australie par un professeur de l'école de médecine de l'Université du Missouri établit un lien entre la fréquence des échographies et le faible poids de certains bébés à la naissance. En Norvège, des chercheurs ont découvert que les fœtus exposés aux ultrasons in utero ont plus de chances d'être gauchers. Quant aux Canadiens, ils affirment que les enfants échographiés sont proportionnellement 2 fois plus nombreux à parler tardivement, sans compter qu'une erreur de diagnostic est toujours possible. Au pays de Galles, on a annoncé à une mère que son fœtus était mort alors qu'il n'en était rien. La tentative de Juan, croyant bien faire, me perturbe plus encore. Mon patchwork est presque terminé. Et je ne sais toujours pas où accoucher. Aucune femme à mes côtés à qui demander conseil. Mon angoisse devient insupportable. En Afrique, tout m'avait pourtant paru si simple. La solution à mes tourments se présente lors d'un dîner chez un ami de Juan. Sa femme, Alexandra, tout juste maman, vient d'accoucher sous anesthésie péridurale. Il s'agit d'une injection dans l'espace péridural, situé au-dessus de la 2e vertèbre lombaire, m'explique-t-elle, tout en donnant le sein à une jolie petite fille.
Le produit injecté anesthésie toute la partie inférieure du corps, sans, paraît-il, aucune conséquence pour l'enfant. Je n'ai rien senti, c'était génial. Ne pas souffrir est bien tout ce qui m'intéresse. Dieu n'a-t-il pas lui-même utilisé l'anesthésie pour prendre une côte à Adam et y façonner Ève ? En urgence, j'obtiens un rendez-vous à la maternité de l'hôpital de Clamart, centre de recherche d'où naîtra quelques années plus tard le premier bébé éprouvette. L'attitude chaleureuse du docteur Friedman et son écoute attentive me rassurent. Ayant dans sa jeunesse idéalisé et travaillé en Afrique, il semble me comprendre, même s'il m'étiquette comme une baba cool. La péridurale, c'est l'exemple même d'une médecine au service du bien-être, m'affirme-t-il. Ne pouvant néanmoins me soustraire à l'examen gynécologique, j'accepte à contre-cœur de m'allonger sur la table. J'ai toujours ressenti la pénétration de mon intimité comme une humiliation, jambes écartées, pieds en l'air, la haine du corps médical me revient. Mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Ai-je un autre choix ? La tête n'est pas loin et le bébé est en pleine forme, confirme le sympathique médecin d'un ton joyeux. Tous les ans, à la même époque, la France entière se met en marche. Les travailleurs s'échappent de leurs bureaux, des usines et de leur quotidien pour s'offrir quelques semaines de repos bien mérités. Le 1er août donne le signal de l'exode et pour éviter le chassé-croisé des voitures, des trains, des avions et des bateaux, les vacanciers se transforment en bisons futés. Le docteur Friedman aussi doit partir en vacances et nous décidons de déclencher l'accouchement pour cette date. C'est donc sans aucune contraction que Juan m'accompagne à la maternité. « Je vous pose une perfusion d'ocytocine », m'annonce la sage-femme en enfonçant le cathéter dans mon avant-bras. Pas de raison de m'inquiéter, je me souviens que cette hormone produite par l'hypophyse doit déclencher les contractions. Ce que j'ignore, c'est que l'ocytocine synthétique injectée en continu va assaillir brutalement mon organisme. Incapable de m'adapter à une aussi soudaine transformation, la douleur devient vite insupportable. La situation est d'autant plus difficile qu'élevée dans un confort bourgeois et douillet, je ne connais pas grand-chose à la souffrance physique. Je pleure pour avoir ma péridurale. Juan, qui a reçu l'autorisation de m'accompagner en salle de naissance, essaye en vain de m'aider. L'anesthésiste arrive enfin pour apaiser le feu qui déchire mes entrailles. Et à part l'inconfortable position et l'environnement stérile et impersonnel de la salle d'accouchement, je me sens bien de partager avec Juan le calme revenu. Il ne me reste plus qu'à attendre. La sage-femme passe de temps en temps pour surveiller la dilatation du col et la courbe du rythme cardiaque du fœtus sur l'écran du monitoring. Absolument insensible à ce qui se passe en moi, le contact avec mon enfant n'est plus que virtuel. Je l'ai innocemment abandonné à sa lutte solitaire. D'après l'agitation qui envahit maintenant la salle de travail, il semble que la naissance ne va plus tarder. L'accoucheur est bipé, ganté, masqué et coiffé de stérilité. Il se dresse face à moi, ciseaux à épisiotomie à la main. « Poussez !» lance autoritairement la sage-femme qui l'assiste, tout en appuyant de toutes ses forces sur mon ventre. À ma gauche, une infirmière active la perfusion, tandis que le docteur Friedman, tel Zorro de la pointe de son épée, coupe mes lèvres écartelées par la tête de l'enfant qui cherche à naître. Il ordonne « Forceps !» Je me demande ce qui se passe entre mes jambes et regrette un miroir. Le bruit des instruments se mélange aux voix, la tension se lit sur les visages. Soudain, tout s'accélère et dans le contre-jour de la lumière aveuglante du projecteur apparaît, jaillissant comme une fusée, mon bébé. « C'est un garçon !» m'annonce le médecin, non sans fierté. Il tourbillonne un instant sur mon ventre, à peine le temps de croiser ses yeux bleus qu'il disparaît dans la pouponnière où il va être pesé, mesuré, testé et lavé. Et voilà, comme une lettre à la poste. Ignorante de mes responsabilités, j'ai remis mon pouvoir de donner la vie entre les mains des nouveaux prêtres à la blouse blanche. Jeune et inconsciente, je ne mesure pas ce qui vient de se jouer par le sacro-saint corps médical. Viol de la nature en provoquant l'accouchement, irrespect de la vie, de la femme, du nouveau-né. De retour à la maison, une lettre d'Afrique en date du 1er août nous attend. « Votre garçon doit naître ces jours-ci, écrit Youssouf. Tout le village de Nafatchi vous envoie ses sincères vœux de bonheur. Sachez que quoi qu'il arrive à cet enfant et à vous-même, les ancêtres vous protégeront. » Il savait tant de choses que nous ignorions encore.